Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Je conduis chez ma mère à 23 heures sous une pluie torrentielle. Pourquoi mon mari et mes enfants sont-ils en sécurité et au sec chez eux, probablement déjà endormis dans leur lit? Pourquoi Bradley a-t-il menacé de me divorcer? Je n'ai même rien fait. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi personne ne veut me parler? Je m'appelle Emma Smith. Sauf sur le plan professionnel, je suis connue sous mon nom de jeune fille, Johnson. Mon mari Bradley n'a jamais eu de problème avec ça. Il comprenait à quel point il était important pour moi d'obtenir mes diplômes et mes certifications en psychologie clinique sous mon propre nom avant que nous ne nous marions. Il a toujours été compréhensif. C'est pourquoi nous n'avons pas eu la cérémonie avant que j'aie 26 ans. Ce jour-là, il y a un peu plus de 9 ans, a probablement été le plus heureux de ma vie. Nous avions le mariage parfait. Ni trop grand, ni trop petit. Et toutes nos familles étaient présentes. Mon père, Jim, est un danseur exceptionnel. Il prend des cours depuis environ 15 ans. C'est ainsi qu'il a rencontré sa femme Grace. Techniquement, elle est ma belle-mère, mais j'avais déjà 17 ans quand ils se sont rencontrés pour la première fois, donc elle n'a pas eu son mot à dire sur mon éducation. Ma mère, Linda, était également présente avec son 4e mari Glenn. Les rassembler tous au mariage était un exploit diplomatique majeur, mais tout s'est bien passé. J'ai même vu ma mère assise à une table avec mon père et Grace pendant que dansait avec Bradley. Après la danse père-fille, nous voulions fonder notre famille tout de suite, car nous avions attendu pour nous marier. Braylon a 8 ans et Caden a 6 ans. Une fille et un garçon, 2 ans d'écart. Comme moi et mon petit frère Tommy. Je sais que c'est ridicule, mais cela me donne l'impression d'avoir bien fait les choses. Ils sont à la maison maintenant, et moi je ne le suis pas. Je devrais rentrer. Je ne sais pas pourquoi je devrais faire ceci. J'appartiens à ma maison. Avec ma famille, et Bradley doit juste se remettre de ses sentiments blessés et accepter ce qui va se passer. Je dois rentrer chez moi. Je dois arranger les choses avec lui. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas la bienvenue. Je devrais expliquer. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, comme je l'avais prévu. J'avais les courses nécessaires pour le dîner préféré de Bradley, la recette de viande hachée de ma mère, croyez-le ou non, et une bonne bouteille de vin rouge, des pommes de terre de l'Idaho, de la crème aigre, de la ciboulette, du fromage cheddar du Wisconsin, et des choux de Bruxelles. Je sais que beaucoup de gens ne les aiment pas, mais je les fais rôtir avec de l'huile d'olive et un peu de sel et de poivre, et ils sont juste parfaits. Tarte au citron vert en dessert. Oh, et quelques petites choses délicates que j'avais achetées chez Victoria's Secret ce mardi. Nous allions passer le week-end à rendre les choses spéciales avant que je parte pour ma conférence. Celle dont il ne savait pas encore. Celle que je comptais lui annoncer après le dîner. J'ai mis presque 1 heure à tout préparer. Pendant que la viande hachée était au four, j'ai nettoyé la table et passé l'aspirateur dans la salle à manger, mis en place les bonnes assiettes, et j'ai eu le temps de prendre une douche, de me coiffer et de me maquiller, et de me glisser dans ma nouvelle robe bleue. La couleur met vraiment mes yeux en valeur. Je l'ai agrémenté d'un collier que Bradley m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Les enfants aimaient bien ma viande hachée, mais j'ai dû leur faire des macaronis au fromage puisqu'ils ne voulaient pas manger les pommes de terre ni les choux. Dès qu'il est rentré, après avoir récupéré les enfants, le spectacle a commencé. Braylon et Caden tourbillonnaient comme les tornades qu'ils sont, et nous avons à peine réussi à leur changer de chaussures et à ranger leurs affaires avant le dîner. J'ai servi leur repas, les ai installés, et je versais le vin. Quand Bradley nous a rejoints, son sourcil levé en question. J'ai juste souri, arborant le sourire le plus aimant et adorant que je pouvais rassembler. Cela ne semblait que le rendre plus inquiet. Tout le monde était heureux et satisfait. Ils ont tous loué ma cuisine. Les enfants ont dévoré leur repas et ont même eu une petite part de tarte au citron vert chacun. Caden n'a pas aimé la sienne, disant qu'elle avait un goût acide. Braylon l'a terminée après que nous les ayons installés devant leur film préféré, qu'ils avaient déjà vu des milliers de fois. Bradley m'a poussé de nouveau dans la salle à manger, où il avait déjà rangé et chargé le lave-vaisselle. Il a versé le reste du vin rouge pour moi et un doigt de Glenmorangie pour lui, avant de prendre place. Il m'a demandé si je voulais bien lui révéler la raison des arrangements spéciaux de la soirée, se demandant pourquoi je ne pouvais pas le surprendre sans occasion particulière.
J'ai exprimé mon plaisir de passer cette soirée et j'ai reconnu les efforts déployés pour le dîner, mais j'ai souligné qu'il ne s'agissait ni d'un anniversaire, ni d'un jour spécial, c'était simplement un vendredi soir, ce qui l'a amené à poser davantage de questions. J'ai admis l'avoir trompé de manière ludique, laissant entendre que j'avais peut-être besoin de son aide la semaine prochaine. Il a demandé quel était le service à rendre, et j'ai expliqué que j'assisterais à une conférence à Chicago pendant 4 jours, du mardi au vendredi, nécessitant qu'il assume temporairement le rôle de père célibataire. Son humeur a légèrement changé alors qu'il prenait conscience des responsabilités dont il devrait s'occuper en mon absence, anticipant notre temps d'absence, je l'ai taquiné en promettant un week-end passionnant ensemble avant mon départ. Je me suis penché en avant, ajoutant un regard suggestif à mes paroles, laissant entrevoir l'excitation à venir dès mon retour. Il a hoché la tête, sceptique, se demandant pourquoi il n'entendait parler de la conférence qu'à ce moment-là. J'ai expliqué que l'invitation était récemment arrivée, soulignant que je venais d'être invité et que je n'en avais pas discuté plus tôt. En dépit de mes tentatives de le rassurer, il a exprimé sa déception d'être informé si tard et ses préoccupations à propos de la situation. Mes tentatives de le calmer semblaient avoir l'effet inverse. Il s'est soudainement levé, me faisant signe de rester assise, et a murmuré sa frustration, clairement agacé. Il a essayé de contrôler ses émotions, reconnaissant son désir d'éviter de discuter devant les enfants. Il m'a ordonné de mettre les enfants au lit et a indiqué qu'il avait besoin de temps pour rassembler ses pensées avant de poursuivre la discussion. Avec une poigne tendue sur la chaise, il a secoué la tête et est monté à l'étage, me laissant réfléchir à la manière dont la conversation ne s'était pas déroulée comme prévu. Il a passé les 20 minutes suivantes à faire les 100 pas dans la maison comme un tigre enragé. Jetant un regard à son téléphone, il a lu quelque chose avec colère, murmurant des jurons à voix basse, avant de continuer à faire les 100 pas. À un moment donné, il a passé un appel et laissé un message vocal, disant « C'est Bradley. Elle agit comme Linda en ce moment. Ça se passe maintenant. Appelle-moi dès que tu reçois ça. » Que diable signifiait agir comme Linda? Quel rapport ma mère avait-elle avec cela? Peu de temps après, son téléphone a sonné et il est sorti pour répondre à l'appel, me lançant un regard noir. Il est revenu à l'intérieur mais a dû sortir de nouveau juste après un bref instant. Les enfants semblaient perplexes mais insensibles à son comportement. Alors que le film touchait à sa fin, il a disparu dans la cuisine où j'ai entendu son moulin à café bourdonner. Surprise, Brelon et Kaiden n'ont pas beaucoup résisté à leur routine de coucher, brossant leurs dents et se mettant en pyjama sans trop de difficultés. D'une manière ou d'une autre, ils ont semblé sentir que quelque chose n'allait pas. J'étais moi aussi nerveuse. Qu'est-ce qui l'inquiétait? Que savait-il? Qui était-il en train de parler? Et pourquoi parler de maman? Avec les enfants confortablement installés, je suis descendu pour trouver Bradley de retour à la table avec une cafetière pleine de café, 2 tasses et un grand gobelet Yeti. Il m'a ordonné de m'asseoir, et j'ai obéi. Il a servi le café, mais j'ai décliné, mentionnant que cela allait me tenir éveillé. Il a insisté, disant que j'en aurais besoin. Je l'ai pressé de me dire ce qui le dérangeait et il a répondu qu'il le ferait si j'en faisais de même, me garantissant que rien n'allait mal. Il a expliqué que je m'inquiétais pour rien, soulignant qu'il ne s'agissait que d'une conférence, un événement unique que je devais faire pour moi-même. J'ai remis en question ses motivations, et il a réaffirmé sa position, disant que c'était exactement comme il l'avait déclaré. Il a exprimé son mécontentement quant au goût du café, me poussant à lui demander ce qui n'allait pas. En dépit de mes assurances que le café était bon, il a commencé une conversation en me demandant si je le considérais comme stupide. Après avoir affirmé que je ne le pensais pas, il a demandé si je pensais que j'étais plus intelligente à cause de mon diplôme de psychologie. J'ai nié cela et confirmé mon respect pour lui en tant que mari, partenaire, et être humain. Il a souligné l'importance de l'honnêteté dans notre conversation, et a averti de ne pas recourir à des moitiés de vérité ou à des adoucissements. Il a insisté sur le fait qu'il savait plus sur la situation que je ne le pensais et a mis en garde contre le mensonge ou la manipulation, soulignant que cela ne finirait pas bien si j'essayais de le tromper. Je l'ai assuré que je ne ferais jamais cela, mais j'ai suggéré qu'il pourrait se tromper lui-même. Il a demandé depuis quand j'avais été invité à la conférence et combien de temps j'avais su cela. J'ai expliqué que je ne l'avais mentionné que ce soir-là, affirmant que cela venait juste de se produire. Il a insisté, demandant si j'en avais parlé avant mardi, et insistant sur le fait que j'avais planifié la soirée pour le préparer à la nouvelle. Je me suis défendu, insistant sur le fait que ce n'était pas comme ça, mais son silence en disait long. J'ai proposé de reprendre les questions une à une.
Il m'a demandé qui m'avait invité à la conférence, à quoi j'ai répondu que c'était un collègue. Il a continué à me questionner sur qui couvrait les frais pour ma présence. Je lui ai répondu que je les rembourserais, mais il a insisté pour obtenir une réponse plus précise concernant qui avait organisé les frais, le vol et l'hébergement. Il a exprimé des inquiétudes au sujet de nos relevés de compte des 3 derniers mois, suggérant que soit j'avais prévu cela plus tôt, soit j'avais des comptes non déclarés. En dépit de son mécontentement évident, je l'ai rassuré en lui disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il a demandé si Richard Taylor allait à la conférence. J'ai commencé à ressentir une montée de peur. Une voix dans ma tête se moquait de moi d'être si naïve, mais je me suis battu pour ne pas l'écouter et j'ai insisté sur le fait que Bradley ne savait rien de certain. J'ai admis que Richard pourrait effectivement être là, puisqu'il présentait mercredi. Bradley m'a montré l'agenda de la conférence sur son téléphone, il n'a pas caché son étonnement que je ne le sache pas, compte tenu de mon amitié proche et de ma relation professionnelle avec Richard. J'ai avoué que je le savais, mais que j'avais oublié. Bradley m'a rappelé d'arrêter de raconter des histoires et m'a rappelé qu'il n'était pas fou, me laissant sans plus rien à dire. Bradley a proposé de récapituler la situation. Il a affirmé que, des semaines, voire des mois plus tôt, mon collègue plus âgé, dont il impliquait qu'il avait des intentions romantiques à mon égard, m'avait invité pour un voyage romantique entièrement financé dans la ville, que j'avais accepté. Il m'a accusé de m'être évertué à lui apprendre cette nouvelle à la dernière minute, me distrayant par de la proximité, de la nourriture, et de la romance, me laissant avec la responsabilité des enfants pour empêcher son interférence. Je me suis défendu, niant les accusations. Il m'a rappelé sa demande antérieure de ne pas mentir, ni à lui, ni à moi-même, à quoi j'ai insisté en disant que je ne mentais pas. Bradley m'a interrogé sur la durée de ma relation avec Richard. J'ai nié toute implication, mais il a persisté, me demandant quelle était la nature de ma relation avec lui et si j'avais été impliqué avec quelqu'un d'autre. Il a glissé une question aléatoire sur la capitale de la Californie pour voir si j'étais consciente de ma situation. Mes pensées ont afflué alors que je me rassurais en me disant que Richard ne pouvait rien savoir, puisqu'il n'y avait pas eu d'instant physique entre nous. Je croyais que Bradley devait me faire confiance, étant donné que j'étais sa femme. Bradley a continué, m'accusant d'être engourdi par un brouillard d'aventure et observant mon expression coupable. J'ai nié avoir une liaison, mais il a suggéré que peut-être je n'étais pas encore impliqué avec Richard, remarquant un changement d'expression sur mon visage. J'ai expliqué que Richard m'avait invité à la conférence 6 semaines auparavant et j'ai assuré à Bradley que nous aurions des logements séparés et que je rembourserais Richard pour les dépenses. J'ai mis l'accent sur l'importance de la conférence pour ma carrière et j'ai supplié Bradley de me faire confiance, réaffirmant mon amour et ma loyauté envers lui. Bradley a pris une gorgée de son café noir, insistant sur sa préférence pour la pureté. Il m'a accusé de diluer cette qualité en planifiant tout dans son dos, me trahissant avec des secrets, des mensonges, et de la tromperie. Il a affirmé que mes actions constituaient une trahison, bien que l'étendue en reste incertaine. J'ai pris une profonde respiration, essayant de me rassurer en pensant que je n'avais encore rien fait de mal. Bradley m'a accusé de me mettre dans une position vulnérable et de préparer le terrain pour une proximité avec Richard Taylor, laissant entendre que mes actions laissaient entendre des anticipations plutôt que des plans explicites. J'ai reconnu qu'il n'avait pas tout à fait tort dans son évaluation. Ma culpabilité remerciait, me laissant sans voix. Bradley a questionné l'utilité de la lingerie que j'avais achetée, soulignant qu'il avait vu les charges sur le compte. J'ai expliqué que cela était destiné à lui, pour notre week-end ensemble avant mon départ et pour mon retour de voyage, même s'il n'y avait pas beaucoup de choses emballées pour le voyage en soi. Il a demandé si certains des articles étaient spécifiquement pour Richard, ce à quoi j'ai hésité avant d'admettre que certains l'étaient peut-être. En dépit de mes assurances, Bradley a exprimé son manque de confiance en moi et ses inquiétudes quant à la situation. Il a affirmé que mes actions lui offraient bien des raisons de s'inquiéter et a posé son mug, signalant la gravité de la conversation. Il a énoncé les termes, me donnant l'ordre de quitter la maison sur le champ et d'aller chez ma mère. Il a insisté sur le fait que je n'étais pas la bienvenue et avec lequel j'avais besoin d'avoir une conversation sérieuse sur la conduite des femmes mariées. Je devais passer la nuit chez Tom et Bernice, car il leur avait déjà annoncé la nouvelle et ils m'attendaient. J'ai protesté, appelant cela absurde et prétendant qu'il ne pouvait pas faire ça. Il a rétorqué que ce qui était vraiment absurde, c'était de passer une lune de miel avec quelqu'un d'autre et de s'attendre à ce qu'il l'accepte. Il m'a rappelé que nous avions déjà géré des situations similaires par le passé et m'a mis en garde contre le fait que si je n'apprenais pas de cela, le mariage serait terminé. Il a exprimé la gravité de sa décision, déclarant qu'il était sérieux.
J'ai soutenu qu'il ne pouvait pas me forcer, puisqu'il était mon mari et non mon patron. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas me contrôler, mais a souligné que s'il n'aimait pas mes actions, il pouvait demander le divorce, affirmant qu'il s'agissait d'un partenariat dans le mariage. En dépit de mon incrédulité et de mes protestations, il a insisté pour mettre fin au mariage, affirmant que nous réglerions les détails plus tard et qu'il engagerait un avocat le lendemain pour me signifier les papiers de divorce. Dans une tentative d'éviter une action supplémentaire, il m'a ordonné de rendre visite à ma mère et a suggéré que si je voulais qu'il évite de prendre des mesures juridiques, je devais me plier à ses instructions. Il m'a rassuré que ma mère m'attendait et qu'elle avait été informée de la situation. Mon téléphone a sonné, et il m'a pressé de répondre. C'était ma mère, qui me mettait en garde contre la gravité de la situation et me conseillait de me conformer aux instructions de Bradley pour éviter de le regretter. Elle a mentionné des cookies au bacon et a raccroché, me laissant sous le choc. Mon téléphone a vibré de nouveau, et c'était mon frère, Tommy, qui a dû envoyer un autre message. Il a exprimé des inquiétudes au sujet de ma situation, m'offrant la chambre d'amis aménagée en nurserie et m'assurant que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Tommy a insisté pour que je l'appelle quand j'étais en route, même si cela impliquait de les réveiller pendant les repas. J'ai refusé l'offre de Tommy, mais il a insisté pour que je vienne d'ici le lendemain matin, menaçant de rompre notre relation si je ne le faisais pas. Il a clairement indiqué qu'il n'était pas question de prendre parti contre Bradley, affirmant que Bradley avait raison au sujet de la malédiction familiale. Tommy a conclu la conversation en annonçant des projets d'emmener tout le monde à Yop le lendemain. Resté seul, j'ai demandé à Bradley ce qu'il avait dit à Tommy et à notre famille. Bradley s'est levé et a expliqué qu'il avait partagé la vérité avec eux, trouvant leurs avis utiles. Il m'a encouragé à finir mon café, à préparer un sac, et il a mentionné préparer un latte caramel pour le trajet. Bradley m'a assuré qu'il s'occuperait des enfants, mettrait à jour sa famille, et retarderait le fait d'informer Chuck et Bethany pour éviter de révéler immédiatement la nouvelle à mon père, qui serait dévasté. Confus et alarmé, j'ai pressé Bradley pour obtenir des détails, en particulier sur les mentions de Tommy concernant une malédiction familiale. Bradley m'a redirigé pour en discuter avec Linda, ma future ex-femme, me laissant perplexe face à la situation qui se déroulait. Après avoir englouti le café avec un supplément de lait écrémé et 2 Splenda sur le chemin, un gobelet Yeti de 16 onces rempli d'un double shot de caramel latte non gras, un arrêt pour faire le plein, et 2 autres pour des pauses toilettes, je me suis garé dans l'allée de ma mère à 10 minutes après minuit. La porte du garage s'est ouverte et je me suis garé dans le box vide. 1. Où était la voiture de Doug? Ma mère m'a accueilli et a exprimé sa joie de me voir. Elle a mentionné l'importance de ma venue et a secoué la tête, suggérant que cela n'aurait pas été bon autrement. M'invitant à entrer, elle m'a informé qu'il y avait des cookies dans la cuisine et a proposé du thé. À 60 ans, ma mère avait toujours l'air élégante. Elle a gardé sa silhouette gracieusement, même si elle montrait son âge. Sa posture était impeccable. Bien qu'elle ait 2 enfants, elle semblait épargnée par l'ostéoporose. Ses cheveux noirs parsemés de gris mais restaient brillants et bien coiffés, et ses yeux étaient aussi bleus que jamais. Comme les miens. J'espérais avoir l'air à moitié aussi bien à son âge. Elle a commencé à servir le thé sans aucune demande de ma part. J'ai mentionné ma préférence pour le sans caféine, expliquant que Bradley m'avait obligé à boire du café et un double shot, me laissant nerveuse. Elle m'a assuré que le thé qu'elle servait était de la camomille et m'a rassuré que je serais bien, me faisant un rapide examen. Elle a mentionné que j'avais porté la même robe en discutant avec Bradley plus tôt dans la soirée. J'ai expliqué que Bradley ne m'avait pas permis de changer avant de me virer, j'ai dû saisir quelques affaires et partir. Tommy semblait en détresse répétant « Oh mon Dieu !» et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas avec la robe, ils ont mentionné sa signification et la mention de Tommy d'une malédiction. Confuse et désespérée d'obtenir des informations, j'ai demandé au sujet du commentaire de Tommy et de la situation en cours. En réponse, elle m'a tendu des ginger snaps faits maison et a suggéré que nous nous installions dans le salon pour une explication. Là, j'ai remarqué que la télé montrait un match de football en pause, me surprenant, car ma mère évitait généralement le football. J'ai demandé où était Doug, et elle a révélé que Doug restait habituellement avec son ami Brian, avec qui il était en couple depuis presque 20 ans. La révélation sur l'attrait de Doug m'a laissé perplexe quant à la raison pour laquelle ma mère l'avait épousé. Elle a détaillé une histoire compliquée sur leur mariage avec Doug, mettant en avant les attentes sociétales qui les ont conduits à se marier. Ils ont reconnu l'acceptation des couples gays se mariant de nos jours, mais ont expliqué qu'à leur âge, il y avait diverses complexités et couches dans leur situation. Doug,
bien qu'admettant qu'il était gay, ne s'acceptait pas pleinement comme tel et ne se voyait pas vivre ouvertement en tant qu'homme gay. Au lieu de cela, il considérait sa relation avec Brian comme unique. Elle a précisé que Doug ne ressentait pas de honte d'être gay, ce n'était tout simplement pas comment il s'identifiait. Ils ont qualifié leur situation de « beard », un terme désuet où des hommes gays et des lesbiennes se marieraient pour répondre aux attentes sociétales mais mèneraient des vies privées à l'extérieur du mariage. Lorsqu'on l'a questionnée sur leur propre implication, elle a nié être gay, mais a admis être une terrible épouse. Ils ont avoué avoir ruiné leur précédent mariage en raison de divers traits négatifs, particulièrement en blessant profondément leur père. Les larmes aux yeux, ils ont exprimé leur amour durable pour leur père et ont admis avoir remarqué l'amour entre moi et Bradley, m'exhortant à ne pas devenir comme eux. Submergée par l'émotion, elle a éclaté en sanglots. En réponse à ma confusion, ils se sont brièvement levés de leur siège, me faisant signe de rester en place, mentionnant qu'ils devaient chercher quelque chose à me montrer. Pendant qu'elle était absente, j'ai entendu des bruits de fouilles provenant de l'une des chambres d'amis. En jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai remarqué qu'ils ne diffusaient pas le match, mais étaient mis sur pause sur deux commentateurs masculins d'âge moyen. Ils auraient pu être des joueurs de football à l'apogée de leur carrière avant que l'âge ne les rattrape. Maman est revenue avec une robe bleue dans un sac en plastique transparent. Elle a noté que la robe qu'ils me montraient n'était pas tout à fait la même que celle qu'ils avaient portée. Bien que le style diffère, la longueur de la jupe et la couleur étaient presque identiques. Ils ont partagé qu'ils avaient porté cette robe la nuit où ils ont mis fin à leur mariage avec mon père, il y a près de 30 ans. La raison de garder la robe leur restait floue, que ce soit comme un rappel des erreurs, un lien avec leur temps passé avec Jim, ou parce que cela leur faisait se sentir belles. Ils ont raconté avoir porté la robe une fois de plus pour leur anniversaire cette année-là, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. L'incident s'est produit en février, durant une période de neige avec peu de soleil. Ils avaient acheté la robe pour la Saint-Valentin, mais les projets furent annulés, et ils ont fini par la passer avec moi et une autre personne. Jim n'a jamais vu la robe, et pour ajouter aux circonstances malheureuses, c'était une année bissextile, prolongeant la durée du mois redouté. À l'époque, je faisais partie d'un groupe de femmes et leurs maris. Je peine à me rappeler de leur nom maintenant. En tant que couple, nous étions tous agréables, mais quand il n'y avait que nous les femmes, eh bien, vous ne croiriez pas les manigances et les commérages. Nous parlions de ce que nous ferions si le bon homme se présentait. Une femme trompait régulièrement son mari et se vantait de cela. Une autre planifiait une liaison avec un collègue, et nous la soutenions toutes. Heureusement, son mari s'en est aperçu avant que cela n'aille trop loin. Je ne m'étais jamais engagé dans cela jusqu'à un jour où j'ai commencé. Il y avait une star sportive locale qui fréquentait les bars et les clubs, ciblant les femmes mariées et humiliant leurs maris. Il semblait apprécier le pouvoir qu'il avait sur elles. Il emmenait ces femmes à son hôtel et leur offrait une expérience inoubliable, visant à les ruiner pour d'autres hommes. Il était charmant, riche, et célèbre, donc il s'en est tiré à plusieurs reprises. Ses activités étaient quelque peu un secret de polichinelle parmi les femmes cherchant de l'excitation. Je ne sais pas combien de mariages il a détruits, mais c'était plus que quelques-uns. C'était comme un jeu pour lui. L'un de ces endroits était une salle de bal où l'on dînait affilié à l'hôtel. Notre groupe de trompeurs et d'aspirants a décidé d'emmener nos maris là-bas le 29 février, nuit bissextile, pour nous reconnecter les uns avec les autres et nos conjoints. Vous et Tommy restiez avec les portiers et nous avions tous des chambres d'hôtel. Ce que nos maris ne réalisaient pas, c'était que participer avec eux équivalait à acheter des billets de tombola. Marc Lavalier sélectionnait une dame chanceuse pour la soirée, en faisant sa compagne choisie. C'est pourquoi la sortie excitait autant les filles. Mon attention s'est tournée vers l'écran où Marc Lavalier, le commentateur de gauche, est apparu. Son nom était affiché dans un graphique sous sa poitrine, confirmant son identité. Au fur et à mesure que la révélation se déroulait, il est devenu apparent que Marc Lavalier était l'odieux petit ami de maman. La divulgation a anéanti ma réalité, me laissant me sentir instantanément étourdi et mal à l'aise. Lorsque questionné à ce sujet, je ne pouvais me souvenir que de vagues souvenirs de mes séjours chez Nana et Grandpa pendant que Papa était absent un certain temps lorsque j'avais 6 ans. Les détails étaient flous, mais je me souvenais vaguement d'être contrarié à cette époque. Mes parents avaient essayé de me protéger de la situation, reconnaissant que je ne pourrais peut-être aucun souvenir. Pendant cette période, Papa avait disparu pendant des semaines, et un conseiller avait été consulté comme moyen d'aborder les problèmes dans leur mariage. Maman a admis avoir tenté de manipuler ou de contrôler Papa, comme il l'avait accusé de le faire. Le counseling s'est transformé en désastre, et Papa est parti pour Atlanta dans une colère pendant 10 jours.
Maman ne savait pas où il était allé jusqu'à plus tard, quand il a commencé à accepter des missions temporaires en dehors de la ville. Le mauvais traitement de maman avait entraîné la colère et le départ de papa de leur mariage. Maman a révélé un incident avec Mark s'approchant de leur table, l'emmenant danser sans permission. Ils ont dansé pendant plusieurs chansons, et Mark a demandé à maman de sortir par l'arrière avec lui. En retournant à la table pour son sac à main, maman s'est retrouvée face à Jim, qui avait été témoin de toute la rencontre. Jim a couvert pour elle, distrayant papa et permettant à maman de partir. Cela a marqué la fin de son mariage avec papa. La séparation et le divorce ont pris encore 1 an et demi, marquant la véritable conclusion du mariage de maman. En réfléchissant à cette époque, maman a exprimé sa tristesse, reconnaissant que l'expérience était au-delà de la terrible. Cependant, elle a déclaré que le pire n'était pas la séparation elle-même, mais plutôt les raisons qui l'avaient provoquée. Maman a avoué qu'elle aurait finalement saboté son mariage, même si Mark, le scélérat, ne l'avait pas choisi ce soir-là. Elle a souligné son comportement destructeur répété avec 3 maris différents, admettant son mentalité égoïste et exigeante, qu'elle croyait refléter mon comportement actuel. Maman a souligné que reconnaître un tel comportement n'était pas évident à l'époque et a insisté sur le fait qu'une perspective différente ne pourrait le révéler. Cette conversation, a-t-elle expliqué, était une sorte d'intervention, espérant qu'en partageant son histoire, je recevrais un aperçu pour changer mes manières avant qu'il ne soit trop tard. Elle a ensuite partagé ses pensées pendant son mariage avec Jim, le décrivant comme solide et profondément engagé. Malgré le fait que Jim soit un mari merveilleux et dévoué, elle est tombée sous la tentation d'une rare opportunité avec Mark Lavalier, qui promettait de la transformer en une déesse glamour et libérée pour une seule nuit de proximité enchanteresse. Après cette nuit, maman s'attendait à retrouver son mari aimant, croyant que l'amour de Jim surmonterait finalement toute blessure initiale. Elle a détaillé le fait de se réveiller dans le fauteuil inclinable de sa mère, ayant perdu connaissance en raison de la situation accablante. Maman m'a donné de l'eau et des cookies, expliquant que j'avais été inconsciente pendant environ 30 minutes. Elle a suggéré que je ne dormirais pas vu les circonstances et m'a encouragé à rester et continuer la conversation. J'ai exprimé mon intention d'aller me coucher, mais maman doutait que je puisse dormir compte tenu de la résonance de son histoire avec mes pensées. J'ai reluctamment convenu que son histoire avait effectivement résonné en moi. Alors que je m'assis avec le sac transparent contenant sa robe bleue à mes côtés, maman a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que je suive ses traces. Elle a demandé si j'étais destiné à ruiner chaque mariage que je commençais, contemplant si je tenais mon mari pour acquis tout en cherchant du réconfort auprès d'autres hommes. Bien que je ne me sois pas encore éloigné, elle a reconnu mon intention de le faire. Elle m'a exhorté à écouter ma voix intérieure et à exprimer des inquiétudes quant à la mort potentielle de mon mariage si je continuais sur cette voie. Lorsqu'elle a demandé à propos de mon tourment intérieur, elle a considéré que c'était un bon signe que j'étais en conflit, mais a soupiré en reconnaissance de la lutte. Maman a reconnu sa propre compétence à faire taire la voix de la raison, admettant la difficulté de se diagnostiquer et de se traiter en tant que psychologue. Elle a compris les rationalisations que j'avais élaborées, me convainquant que divertir un autre homme était acceptable, soulignant l'euphorie et la validation que cela apportait. Elle a mis en garde contre cette pensée dangereuse selon laquelle le pardon de Bradley pourrait soutenir ou accommoder de telles transgressions, la comparant à un médicament qui pourrait mener à l'autodestruction. Elle a souligné l'impact plus large sur Bradley, Braylon, Caden, Tommy, elle-même, et même mon père, exprimant une profonde préoccupation pour 3 générations de femmes Johnson suivant le même schéma d'autodestruction. La pensée de dévaster mon père en étant témoin de ce cycle pesait lourdement sur elle. Alors que maman plongeait dans l'histoire familiale, elle a précisé que Nana, étant une ride, n'avait pas d'accident connu d'infidélité. Cependant, elle a mentionné Gamma Carol, qui a trompé James, le père de Jim, pendant qu'il était malade et mourant. Ayant un petit ami nommé Ralph, Carol a finalement été épousée après la mort de James, mais le mariage n'a pas duré en raison d'une infidélité mutuelle. Bob est entré en scène plus tard par l'intermédiaire d'un groupe de soutien pour les familles touchées par le cancer, et Jim s'était d'abord éloigné de sa mère, la tenant responsable de la mort de James. Maman a expliqué que je ne connaissais peut-être pas cette histoire familiale car mon père et moi étions déjà divorcés quand ils ont commencé à rendre visite à Gamma Carol et Bob dans le Colorado. Papa a fini par pardonner à Carol, comblant le fossé entre eux, et il est même devenu ami avec Bob. Même si Bob n'était pas en faute, papa a pardonné à sa mère mais a eu du mal à pardonner à maman. Cependant, il lui a finalement pardonné lors de mon mariage après 20 ans, même si elle sentait qu'elle ne le méritait pas. Elle avait été sans remords,
s'excusant principalement pour le coup que cela imposait à leur relation et attribuant ses sentiments blessés à sa faute. Elle a avoué être fière de l'affaire, soulignant que sa fierté était tout l'enjeu. Maman a exprimé sa peur d'être seule, notant qu'elle ne l'avait jamais expérimenté et ne saurait pas vivre seule. En contraste avec papa, qui avait la sagesse de se donner du temps avant de s'engager sérieusement avec quelqu'un d'autre, elle a avoué son manque de compréhension de son approche. Elle a reconnu avoir donné son numéro à Marc la première nuit où ils se sont rencontrés, conduisant à des appels et des messages ultérieurs. Bien qu'elle ne l'ait pas planifié, elle s'est retrouvée entraînée dans l'un des coups de séduction de Marc, contribuant à un cycle de relations sans une réflexion personnelle suffisante. 2 semaines plus tard, le jour de la Saint-Patrick dans un pub irlandais, maman a raconté son comportement honteux lorsque son mariage avec papa était en équilibre. Elle a continué à voir Marc discrètement, même en essayant de raccommoder avec papa. Maman pensait que ses interactions avec Marc n'avaient rien à voir avec sa relation avec Jim, croyant que ce qu'il ne savait pas ne l'affecterait pas. En réfléchissant à ses actions, elle se considérait comme idiote et folle. Dans une tentative de tromper papa, maman a fait semblant de rompre avec Marc en simulant un appel téléphonique, jouant l'enregistrement pour papa. Cependant, Marc a persisté jusqu'à ce qu'il soit certain que le divorce ait été finalisé, puis est passé à une autre conquête, une femme mariée nommée Maureen. À ce moment-là, maman avait déjà organisé son mariage avec Jeff. Maman a souligné la nécessité de saisir l'ensemble du récit, car il ne s'agissait pas uniquement de papa et Marc, mais c'était encore plus large pour son mariage avec Jeff. Bien que Jeff soit un bon gars, maman a reconnu qu'il n'était pas Jim. Elle a épousé Jeff parce qu'il était disponible, et bien qu'elle aurait pu le faire fonctionner avec des efforts, elle a choisi de ne pas le faire. Dévouée à élever moi et Tommy dans la maison familiale, maman se voyait comme une épouse à temps partiel. Elle avait décidé que si Jeff l'aimait vraiment, il accepterait ses choix, soulignant qu'il n'avait pas d'autre choix parce qu'il était un bon gars. Maman croyait que s'il se souciait d'être un bon mari, il se conformerait à ses décisions. Pour elle, les facteurs externes de sa vie n'étaient pas censés affecter leur relation, et Jeff devait juste faire avec. Maman affirmait que cela ne signifiait pas qu'elle l'aimait moins et qu'elle ne lui privait pas réellement de quoi que ce soit. Elle a suppliqué sa mère de comprendre et a mentionné ressentir des vertiges et être malade, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas fini. Après Jeff, maman a commencé à fréquenter Danny, cherchant une dynamique plus ouverte puisqu'elle savait qu'elle passerait du temps loin du mariage. Danny était ouverte à avoir d'autres partenaires, trichant essentiellement sur maman, et elle a fermé les yeux là-dessus, considérant cela comme sa pénitence. Bien qu'elle n'éprouvât pas vraiment d'amour pour lui, maman a épousé Danny, et leur arrangement a perduré un moment. Au fil du temps et alors que ses enfants grandissaient, maman se sentit négligée et rechercha intentionnellement l'attention ailleurs. Elle raisonnait que si un mariage ouvert était acceptable pour Danny, alors ça devrait l'être pour elle. Se sentant qu'elle n'impactait pas Danny, maman croyait qu'il lui accorderait la même tolérance qu'elle lui avait donnée pendant les 6 ou 7 dernières années. Cependant, elle a mal jugé la situation. Alors que la fin approchait, maman a commencé les choses avec Glenn. Maman a insisté sur le fait de partager ces détails pour faire voir à sa fille le schéma répétitif de ses relations. Décrivant Glenn comme le meilleur de ses maris depuis papa, maman a admis qu'elle le tenait pour acquis, supposant qu'il la pardonnerait, peu importe ses actions. La plus grande dispute s'est produite après le mariage d'Emma, où maman a essentiellement ignoré Glenn tout en se concentrant sur la réconciliation avec papa pour obtenir une conclusion. Jim a dû faire remarquer à maman qu'elle ne s'occupait pas de son mari, traitant Glenn avec le même mépris qu'elle avait montré à papa, Jeff et Danny. Maman a pleuré ouvertement en partageant cette partie de son histoire. Je pouvais seulement regarder ma mère, absorbant le poids émotionnel de la révélation. Mes bras tremblaient alors que je luttais désespérément pour rejoindre la salle de bain, atteignant à peine les toilettes avant de vider mon estomac dans la cuvette. Ma mère se tenait à mes côtés, tenant mes cheveux pendant que je vomissais. Elle a essayé de me réconforter, partageant ses propres erreurs, regrets et choix mal avisés. Dans ses paroles, elle a déroulé des contes de mariage brisés, de décisions égoïstes, et d'un schéma répétitif de recherche de réconfort temporaire en dehors de l'engagement qu'elle avait pris. Elle a parlé de ses propres faiblesses, reconnaissant sa nature égoïste et irréfléchie. Alors que ma mère révélait le récit de ses relations compliquées, je ne pouvais m'empêcher de voir des échos de ma propre vie, des ombres des choix que j'étais sur le point de faire. Elle a parlé de porter une robe bleue, de rechercher de l'attention et de prendre son mari pour acquis. C'était comme si elle peignait un conte d'avertissement, un miroir reflétant mes luttes actuelles et les conséquences potentielles de mes actions.
Ma tête était aussi tourneboulée que mon ventre. Le poids de ces mots m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Elle a décrit un cycle d'autodestruction, un chemin que je semblais prête à suivre. La réalisation était à la fois troublante et révélatrice. Dans ses confessions tearful, ma mère a admis qu'elle avait épousé Daniel pour l'épargner de la douleur qu'elle avait infligée à ses maris précédents. Je l'ai réconfortée, essayant d'offrir du soutien au milieu d'une tempête émotionnelle. Pourtant, alors que les histoires se déroulaient, je ne pouvais échapper à la confrontation avec ma propre réflexion dans ces mots. Lorsqu'elle a dévié vers ma situation actuelle, m'avertissant des conséquences de mes actions et de l'impact sur Bradley, j'ai ressenti une montée de nausée. Le poids de la vérité, du regret, et des décisions imminentes m'a submergé, et j'ai vacillé, m'effondrant sur le sol froid de la salle de bain. La pièce tourbillonnait, pas seulement à cause de la maladie physique, mais à cause du tourbillon émotionnel qui m'avait prise. Les histoires de ma mère, une tapisserie de faux pas et de chagrins, m'avaient enveloppé, me laissant enchevêtré dans les conséquences de ces choix, et les échos potentiels dans ma propre vie. Luttant désespérément pour atteindre la salle de bain, mes bras tremblaient alors que j'atteignais à peine les toilettes, vomissant avec maman à mes côtés, tenant mes cheveux. Elle m'a encouragé à laisser échapper tout le mauvais, soulignant la prise de conscience des conséquences de brûler encore et encore sa propre vie. Maman a exprimé un fort désir que je ne suive pas le même chemin. Au beau milieu de ma détresse émotionnelle et physique, j'ai remis en question mes propres actions, me blâmant pour les choix médiocres que j'avais faits. J'ai reconnu les avertissements, particulièrement de la part de Bradley, et je me suis condamné de ne pas les avoir entendus. Ce discours intérieur cruel incluait des doutes sur le fait de mériter mon mari, son amour, et le doux foyer avec Brelon et Caden. La peur de suivre les traces de ma mère était évidente, et je me suis réprimandé pour ce que je percevais comme un schéma destructeur dans mes relations. La tirade s'est terminée par une sombre prévision de me retrouver seul après plusieurs mariages futiles dans une sorte d'enfer similaire. Après ce qui a semblé être 9 années de cela, maman m'a donné un peu de bain de bouche et m'a fait manger 2 cookies de plus. Elle a dit que le gingembre calmerait mon estomac. Elle m'a brossé les cheveux et m'a laissé changer mes vêtements. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir le sac que j'avais préparé. Nous étions de la même taille. Je pouvais porter n'importe quel de ces vêtements. Alors elle m'a donné un pantalon de jogging confortable. Elle m'a enveloppé dans sa voiture et m'a conduite à 2 miles chez Tommy et Bernice. Elle était à bout de nerfs. Maman a informé mon frère de mon état alors qu'elle s'occupait de moi, exprimant que je comprenais maintenant les conséquences de mes actions. Elle lui a ordonné de me mettre directement au lit et elle les rejoindrait pour des pancakes dès que je parviendrais à me lever et à me ressaisir. Reconnaissant, mon frère la remercia et expliqua que Jonathan et le bébé dormaient actuellement, un moment précieux qu'il profitait chaque fois que possible. Maman l'a embrassé, exprimant son amour, et a mentionné qu'elle le verrait à une heure plus raisonnable. Tom m'a guidé à l'intérieur et m'a dirigé vers la chambre de bébé, mentionnant qu'il ne l'utilisait pas encore. La petite Lila dormait paisiblement avec sa mère dans la chambre principale, blottie dans une sorte de berceau accolé à leur lit. Tom m'a assuré qu'il ne me ferait pas la leçon, reconnaissant que notre mère avait probablement fait assez de cela. Il comprenait que je passerais la nuit à traiter tout ça, espérant que je pourrais trouver le sommeil. Avant de conclure, il a ressenti le besoin de partager quelque chose au sujet de Bradley, clarifiant qu'il n'avait pas parlé avec lui depuis que je suis parti. Bien que reconnaissant que je connaissais mieux Bradley, il voulait mettre en avant quelque chose qu'il n'avait peut-être pas remarqué chez lui auparavant. Dans un ton de frère à beau-frère, Tom a révélé que Bradley était un combattant. Il a élaboré sur le parcours de Bradley en tant qu'escrimeur olympique qui travaillait en tant que consultant en combat et chorégraphe pour des films et productions théâtrales, soulignant la véritable compréhension de Bradley d'un véritable affrontement, malgré l'apparence flashy et spectaculaire des choses. Alors qu'il désignait Bradley comme un combattant, le poids des mots résonnait dans mes pensées. Mon frère a peint un tableau vivant de l'engagement de Bradley envers moi et notre famille, le comparant à un guerrier, un évicile, une force avec laquelle il fallait compter. Malgré le manque d'expérience en combat de Bradley, mon frère a insisté sur la détermination indéfectible et l'instinct protecteur qu'il tenait pour nous. C'était un message puissant, une assurance que Bradley irait jusqu'à de grands efforts pour nous garder en sécurité et unis. La gravité de l'avertissement de mon frère s'est installée, un rappel clair que tenter quoi que ce soit comme mes récents combats serait futile. Bradley, armé de connaissances et d'un profond engagement, ne se laisserait pas tromper. L'intervention de mon frère avait éclairé la prise de conscience de Bradley, et j'ai ressenti un mélange de gratitude et de soulagement. Dans une révélation surprenante,
mon frère a partagé que notre père avait mis en garde Bradley sur des défis potentiels avant notre mariage. C'était une conversation préventive entre un gendre et un beau-père, offrant une perspective unique sur le mariage et la nature humaine. La conversation a souligné l'étendue des efforts que ma famille avait déployés, se préparant à la possibilité que je m'engage dans un chemin destructeur. Alors que mon frère exprimait sa volonté d'intervenir et de me soutenir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de sécurité. Il m'a embrassé sur le front, offrant une protection fraternelle qui apportait du réconfort et de l'assurance. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement, le poids des révélations et la tourmente émotionnelle des jours précédents commençant à s'élever. Le lendemain matin, le chaos. Familier de la vie de famille m'a accueilli, un mélange d'enfants énergiques, de chaussures égarées, et de dents non brossées. Cela se sentait différent dans ce nouvel endroit, mais il y avait une pointe de nostalgie pour les jours plus anciens et plus chaotiques de la parentalité. Alors que nous nous réunissions pour le petit déjeuner, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la famille de mon frère. Bernice, sa femme, incarnait la grâce et la beauté, équilibrant sans effort la maternité avec son physique de gymnaste et son accent belge délicat. Les instincts protecteurs de mon frère s'étendaient à elle, assurant un havre de sécurité pour leur famille. Les pancakes servis ce matin-là n'étaient pas qu'un simple petit déjeuner. Ils portaient la saveur de la libération émotionnelle et de l'optimisme pour de meilleurs jours. La conversation a navigué loin des anciens problèmes, nous permettant de partager des moments de joie et de connexion. Plus tard, lorsque maman a conduit ma voiture pour nous rejoindre, la mention de quelque chose dans le dos a attiré mon attention. Elle a révélé que c'était sa robe bleue, un geste symbolique de lâcher prise. Malgré son style désuet, elle croyait en son retour, un rappel d'espoir que même après avoir affronté les ombres du passé, il pourrait y avoir un renouveau de jours plus brillant. Je suppose que nous pourrions la classifier comme vintage, fit maman avec un léger haussement d'épaule. Tu es une adulte, une belle. Tu feras tes propres choix. Fais ce que tu veux avec. Juste, je t'en prie, essaie de ne pas répéter mes erreurs. Ne l'utilise pas pour briser le cœur de ton mari. Et par-dessus tout, ne laisse jamais ton père te surprendre en l'apportant. Cela lui provoquerait sûrement un infarctus. Je ne le ferai pas, maman. Merci. Fais un bon voyage de retour à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Merci pour tout. Avant de démarrer la voiture, j'ai envoyé 2 messages. Dans le premier message à Richard, j'ai annulé mon voyage à Chicago, lui demandant d'annuler les billets d'avion, la chambre réservée, et l'inscription à la conférence, cherchant à obtenir un remboursement pour les frais. Je lui ai suggéré de trouver quelqu'un d'autre pour ses projets, et j'ai exprimé ma colère pour avoir menacé mon mariage et ma famille, presque ruiné ma vie, et j'ai exigé aucune communication supplémentaire sauf dans un contexte professionnel, qui devrait être limité au minimum. Je l'ai averti d'éviter mon mari et mon frère pour sa propre sécurité, car ils étaient au courant de tout. Dans le second message à Bradley, je me suis excusé pour la situation et ai regretté d'avoir causé de l'inquiétude. J'ai reconnu avoir agi sans le considérer et j'ai promis de ne jamais envisager de telles actions à nouveau. J'ai juré de ne jamais le prendre pour acquis, de ne jamais le sous-estimer, et de toujours le prioriser. Je l'ai remercié pour son intervention et promis d'être celle qui s'arrêtera désormais, comprenant l'histoire familiale. J'ai exprimé un profond amour pour lui et reconnu qu'il méritait mieux que le mépris, le manque de respect, et la folie que j'avais affichée. J'ai solennellement promis de ne plus jamais répéter un tel comportement. Alors que je commençais le voyage de retour, une réalisation m'a frappé à propos de ce que je devais faire avec la robe bleue de maman. J'ai décidé de détruire le vêtement. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.